On gagna le chemin extérieur au mur, puis la grande route. Avant de virer, l'homme posa sur le cou de la jeune fille une main noueuse et puissante et grogna. « Si tu bronches, tu es perdu. Je te sers le gosier comme à l'autre, tu sais ce que ça veut dire. » Et il ajouta en ricanant. « D'ailleurs, public-moi, tu n'as envie de crier au secours, hein, petite ?» Des paysans, des promeneurs suivaient la route. L'auto s'éloigna de Nice pour filer vers les montagnes. La victime ne broncha pas. Comment Raoul n'eût-il pas tiré des faits ou des mots prononcés la signification logique qu'ils comportaient? Au milieu de cet enchevêtrement de péripéties, dont aucune n'avait paru jusqu'ici se relier aux précédentes, il accepta brusquement l'idée que l'homme était le troisième bandit du train, celui qui avait serré la gorge de l'autre, c'est-à-dire de Miss Wakefield. C'est cela, pensa-t-il. Pas la peine de s'embarrasser de méditation et de déduction logique, c'est cela. Et voici une preuve de plus qu'il y a un rapport entre l'affaire Wakefield et l'affaire des trois bandits. Certes, Marescal a raison de prétendre que l'Anglaise a été tuée par erreur. Mais tout de même, tous ces gens-là roulaient vers Nice, avec le même objectif, le cambriolage de la Villa B. Ce cambriolage, c'est Guillaume qui l'a combiné. Guillaume, l'auteur évident de la lettre signée G. Guillaume qui, lui, fait partie des deux bandes, et qui poursuivait à la fois le cambriolage avec l'Anglaise et la solution de la grande énigme dont il parle dans son post-scriptum. N'est-ce pas clair? Par la suite, l'Anglaise étant morte, Guillaume veut exécuter le coup qu'il a combiné. Il emmène son ami aux yeux verts, puisqu'il faut être deux. Et le coup réussissait si le troisième bandit qui surveille ses complices ne reprenait le butin et ne profitait de l'occasion pour enlever les yeux verts. Dans quel but? Y a-t-il rivalité d'amour entre les deux hommes? Pour le moment, n'en demandons pas davantage. Quelques kilomètres plus loin, l'auto tourna sur la droite, redescendit par des lacets brutalement dessinés, puis se dirigea vers la route de l'Evins, d'où l'on pouvait gagner soit les gorges du Var, soit la région des hautes montagnes. Et alors? Oui, alors, se dit-il. Que ferais-je si l'expédition aboutit à quelques repères de bandits? Dois-je attendre d'être seul en face d'une demi-douzaine de forcenés, auxquels il me faudra disputer les yeux verts? Une tentative soudaine de la jeune fille le détermina. Dans un accès de désespoir, elle essaya de fuir, au risque de se tuer. L'homme la retint de sa main implacable. Pas de bêtises. Si tu dois mourir, ce sera par moi, et à l'heure fixée. T'as pas oublié ce que je t'ai dit dans le rapide, avant que Guillaume et toi zigouillent les deux frères. Aussi je te conseille... Il n'acheva pas. Se retournant vers la jeune fille, entre deux virages, il aperçut une tête et un buste qui le séparaient d'elle, une tête grimaçante et un buste encombrant qui le poussait dans son coin. Et une voix ricana. « Comment vas-tu, vieux camarade ?» L'homme fut ahuri. Une embardée faillit les jeter tous trois dans un ravin. Il bredouilla. « Christy, qu'est-ce que c'est que ce coco-là? D'où sort-il » « Comment ?» dit Raoul. « Tu ne me remets pas? Puisque tu parles du rapide, tu dois te souvenir, voyons. Le type que tu as cogné dès le début, le pauvre bougre auquel tu as barboté 23 billets. Mademoiselle me reconnaît bien, elle, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous reconnaissez le monsieur qui vous a emporté dans ses bras cette nuit-là et que vous avez quitté pas très gentiment ?» La jeune fille se tut, courbée au-dessous de sa capeline. L'homme continuait de balbutier. « Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? D'où sort-il » ?»« De la villa Faradonie, où j'avais l'œil sur toi. Et maintenant, faut s'arrêter pour que mademoiselle descende. » L'individu ne répondit pas, il força l'allure. « Tu fais le méchant, t'as tort, camarade. Tu as dû voir dans les journaux que je te ménageais. Pas souffle mot de toi. Et par suite, c'est moi qu'on accuse d'être le chef de la bande. Moi, voyageur inoffensif, qui ne pense qu'à sauver tout le monde. Allons, camarade, un coup de frein et ralenti. » La route serpentait dans un défilé, accrochée aux parois d'une falaise et bordée d'un parapet qui suivait les replis d'un torrent. Très étroite, elle était encore dédoublée par une ligne de tramway. Raoul jugea la situation favorable. À demi dressé, il épiait les horizons restreints qui s'offraient à chaque virage. Subitement, il se releva, obliqua, ouvrit les deux bras, les passa à droite et à gauche de l'ennemi, s'abattit réellement sur lui et par-dessus ses épaules saisit le volant à pleine main. L'homme, déconcerté, faiblit tout en baragouinant. « Christy, il est fou! Accélère! Il va nous ficher dans le ravin! Lâchez-moi donc, abruti !» Il essayait de se dégager, mais les deux bras l'étreignaient comme un étau, et Raoul lui dit en riant. « Ah, faut choisir, mon cher monsieur, le ravin ou l'écrasement par le tramway. Tenez, le voilà le tram qui glisse à ta rencontre. Faut stopper, vieux camarade, sans quoi ?» De fait, la lourde machine surgit à 50 mètres. Au train dont on roulait, l'arrêt devait être immédiat. L'homme le comprit et freina, tandis que Raoul, cramponné à la direction, immobilisait l'auto sur les lignes mêmes des deux rails. Nez à nez, pourrait-on dire, les deux véhicules s'arrêtèrent.
L'homme ne dérageait pas. Christy, mais qu'est-ce que c'est que ce coq-là? Tu me le paieras. Fais ton compte. As-tu un stylo? Non. Alors, si tu n'as pas l'intention de coucher en face du tram, débarrassons la voie. Il tendit la main à la jeune fille qui la refusa pour descendre et qui attendit sur la route. Cependant, les voyageurs s'impatientaient. Le conducteur criait. Dès que la voie fut libre, le tramway s'ébranla. Raoul, qui aidait l'homme à pousser l'auto, lui disait impérieusement « Tu as vu comme je paierai, hein, mon vieux? Eh ben, si tu te permets encore d'embêter la demoiselle, je te livre à la justice. C'est toi qui as combiné le coup du rapide et qui a étranglé l'anglaise. » L'homme se retourna, blême. Dans sa face velue, à la peau déjà crevassée de rides, les lèvres tremblaient. Il bégaya. Mensonge, j'y ai pas touché. C'est toi, j'ai toutes les preuves. Si tu veux pincer, c'est l'échafaud. Donc, décampe. Laisse-moi ta bagnole. Je la ramène à Nice avec la jeune fille. Allons, oust! Il le bouscula d'un coup d'épaule irrésistible, sauta dans la voiture et ramassa le violon enveloppé. Mais un juron lui échappa. Bon sang! Elle a filé. La demoiselle aux yeux verts n'était plus sur la route, en effet. Au loin, le tramway disparaissait. Profitant de ce que les deux adversaires disputaient, elle avait dû s'y réfugier. La colère de Raoul retomba sur l'homme. Qui es-tu? Hein? Tu la connais, cette femme? Quel est son nom et ton nom à toi? Et comment se fait-il? L'homme, furieux également, voulait arracher le violon à Raoul, et la lutte commençait lorsqu'un second tramway passa. Raoul s'y jeta, tandis que le bandit essayait vainement de démarrer. Il rentra furieux à l'hôtel. Heureusement, il tenait, compensation agréable, les titres de la comtesse Faradoni. Il défit le journal. Quoique privé de son manche et de tous ses accessoires, le violon était beaucoup plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. À l'examen, Raoul constata qu'une des éclisses avait été sciée habilement, tout autour, puis replacée et collée. Il la décolla. Le violon ne contenait qu'un paquet de vieux journaux, ce qui laissait croire ou bien que la comtesse avait dissimulé sa fortune autre part, ou bien que le comte, ayant découvert la cachette, jouissait paisiblement des revenus dont la comtesse avait voulu le frustrer. Bredouille sur toute la ligne. Ah, mais elle commence à m'agacer, la donzelle aux yeux verts. Et ne voilà-t-il pas qu'elle me refuse la main? Quoi? M'en veut-elle de lui avoir cambriolé la bouche? Oh, mijaurée, va. Le Berneuve. Durant toute une semaine, ne sachant où porter la bataille, Raoul lut attentivement les reportages des journaux qui relataient le triple assassinat du Rapide. Il est inutile de parler à fond d'événements trop connus du public, ni des suppositions que l'on fit, ni des erreurs commises, ni des pistes suivies. Cette affaire, restée si profondément mystérieuse et qui passionna le monde entier, n'a d'intérêt aujourd'hui qu'en raison du rôle qu'Arsène Lupin y joua, et que dans la mesure où il influa sur la découverte d'une vérité que nous pouvons enfin établir d'une façon certaine. Dès lors, pourquoi s'embarrasser de détails fastidieux et jeter la lumière sur des faits qui sont passés au second plan? Lupin, ou plutôt Raoul de Limésie, vit d'ailleurs aussitôt à quoi se restreignaient pour lui les résultats de l'enquête, et il les nota ainsi. Premièrement, le troisième complice, c'est-à-dire la brute à qui je viens d'arracher la demoiselle aux yeux verts, demande dans l'ombre, et personne même ne supposant son existence, il advient que, aux yeux de la police, c'est le voyageur inconnu, c'est-à-dire moi, qui suis l'instigateur de l'affaire, sous l'inspiration évidente de Marescal, que mes détestables manœuvres à son égard ont dû fortement impressionner. Je me transforme en un personnage diabolique et omnipotent qui organisa le complot et domina tout le drame. Victime apparente de mes camarades ligotés et bâillonnés, je les dirige, veille à leur salut, et m'évanouis dans l'ombre sans laisser d'autres traces que celles de mes bottines. Deuxièmement, pour les autres complices. Il est admis, d'après le récit du docteur, qu'ils ont pris la fuite dans la voiture même du docteur. Mais jusqu'où? Au petit matin, le cheval ramenait la voiture à travers champs. En tout cas, Marescal, lui, n'hésite point. Il arrache le masque du plus jeune bandit et dénonce sans pitié une jeune et jolie femme, dont il ne donne pas toutefois le signalement, se réservant ainsi le mérite d'une arrestation sensationnelle et prochaine. Troisièmement, les deux hommes assassinés sont identifiés. C'étaient deux frères, Arthur et Gaston Loubeau, associés pour le placement d'une marque de champagne et domiciliés à Neuilly, sur les bords de la Seine. Quatrièmement, un point important. Le revolver avec lequel ces deux frères ont été tués et qui fut trouvé dans le couloir fournit une indication formelle. Il avait été acheté 15 jours auparavant par un jeune homme mince et grand que sa compagne, une jeune femme voilée, appelait Guillaume.
Cinquièmement, enfin, Miss Beckfield. Contre elle, aucune accusation. Marescal, démunie de preuves, n'ose pas se risquer et garde un silence prudent. Simple voyageuse, mondaine, très répandue à Londres et sur la Riviera, elle rejoint son père à Monte-Carlo, voilà tout. L'a-t-on assassinée par erreur? Possible. Mais pourquoi les deux louveteaux furent-ils tués? Là-dessus et sur tout le reste, ténèbres et contradictions. Et comme je ne suis pas d'humeur à me creuser la tête, n'y pensons plus. Laissons la police patauger à son aise et agissons. Si Raoul parlait ainsi, c'est qu'il savait enfin dans quel sens agir. Les journaux de la région publiaient cette note. Notre hôte distingué, Lord Wakefield, après avoir assisté aux obsèques de sa malheureuse fille, est revenu parmi nous et passera cette fin de saison, selon son habitude, aux Bellevues de Monte-Carlo. Ce soir-là, Raoul de Limézy prenait aux Bellevues une chambre contiguë aux 3 pièces occupées par l'Anglais. Toutes ces pièces, ainsi que les autres chambres du rez-de-chaussée, dominaient un grand jardin sur lequel chacune avait son perron et sa sortie, et qui s'étendait devant la façade opposée à l'entrée de l'hôtel. Le lendemain, il aperçut l'Anglais au moment où celui-ci descendait de sa chambre. C'était un homme encore jeune, lourd d'aspect, et dont la tristesse et l'accablement s'exprimaient par des mouvements nerveux où il y avait de l'angoisse et du désespoir. 2 jours après, comme Raoul se proposait de lui transmettre sa carte avec une demande d'entretien confidentiel, il avisa dans le couloir quelqu'un qui venait frapper à la porte voisine, Marescal. Le fait ne l'étonna point outre mesure, puisque lui-même venait au renseignement de ce côté, il était fort naturel que Marescal cherchât à savoir ce qu'on pouvait apprendre du père de Constance. Il ouvrit donc l'un des battants matelassés de la double porte qui le séparait de la chambre contiguë, mais il n'entendit rien de la conversation. Il y en eut une autre le lendemain. Raoul avait pu auparavant pénétrer chez l'Anglais et tirer le verrou. De sa chambre, il entrebâilla le second battant que dissimulait une tenture. Nouvel échec. Les 2 interlocuteurs parlaient si bas qu'il ne surprit pas le moindre mot. Il perdit ainsi 3 jours, que l'Anglais et le policier employèrent à des conciliabules qui l'intriguaient vivement. Quel but poursuivait Marescal? Révéler à Lord Wakefield que sa fille était une voleuse, cela certainement Marescal n'y pensait même point. Mais alors, devait-on supposer qu'il attendait de ces entretiens autre chose que des indications? Enfin, un matin, Raoul, qui jusqu'ici n'avait pu entendre plusieurs coups de téléphone reçus par Lord Wakefield dans une pièce plus lointaine de son appartement, réussit à saisir la fin d'une communication. « C'est convenu, monsieur. Rendez-vous dans le jardin de l'hôtel aujourd'hui à 3 heures. L'argent sera prêt et mon secrétaire vous le remettra en échange des 4 lettres dont vous parlez. » 4 lettres? De l'argent? Se dit Raoul. Cela m'a tout l'air d'une tentative de chantage. Et dans ce cas, le maître chanteur ne serait-il pas le sieur Guillaume, lequel doit évidemment rôder aux environs et qui, complice de Miss Beckfield, essaie aujourd'hui de monnayer sa correspondance avec elle? Les réflexions de Raoul l'affermirent dans cette explication, qui jetait pleine lumière sur les actes de Marescal. Appelé sans doute par Lord Wakefield que Guillaume avait menacé, le commissaire tendait une embuscade où le jeune malfaiteur devait fatalement tomber. Soit. De cela, Raoul ne pouvait que se réjouir. Mais la demoiselle aux yeux verts, était-elle dans la combinaison? Ce jour-là, Lord Wakefield retint le commissaire à déjeuner. Le repas fini, ils gagnèrent le jardin et en firent plusieurs fois le tour en causant avec animation. À 2h15, le policier rentra dans l'appartement. Lord Wakefield se posta sur un banc, bien en vue, et non loin d'une grille ouverte par où le jardin communiquait avec le dehors. De sa fenêtre, Raoul veillait. « Si elle vient, tant pis pour elle, » murmura-t-il. « Tant pis, je ne lèverai pas le petit doigt pour la secourir. » Il se sentit soulagé quand il vit apparaître Guillaume seul, qui avançait avec précaution vers la grille. La rencontre eut lieu entre les 2 hommes. Elle fut brève, les conditions du marché ayant été fixées au préalable. Ils se dirigèrent aussitôt du côté de l'appartement, l'un et l'autre silencieux. Guillaume mal assuré et inquiet, Lord Wakefield secoué de mouvements nerveux. Au haut du perron, l'Anglais prononça « Entrez, monsieur. Je ne veux pas être mêlé à toutes ces saletés. Mon secrétaire est au courant et vous paiera les lettres si leur contenu est tel que vous l'affirmez. » Il s'en alla. Raoul s'était mis à l'affût derrière le battant matelassé. Il attendait le coup de théâtre. Mais il comprit aussitôt que Guillaume ne connaissait pas Marescal et que celui-ci devait passer à ses yeux pour le secrétaire de Lord Wakefield.
Le policier, en effet, que Raoul entrevoyait dans une glace, articula nettement « Voici les 50 billets de 1000 francs et un chèque de même importance valable sur Londres. Vous avez les lettres ?»« Non. » dit Guillaume. « Comment non? En ce cas, il n'y a rien de fait. Les instructions sont formelles, donnant. Je les enverrai par la poste. Vous êtes fou, monsieur, ou plutôt vous essayez de nous rouler. » Guillaume se décida. « J'ai bien les lettres, mais je veux dire qu'elles ne sont pas sur moi. » Alors ? Alors c'est un de mes amis qui les garde. Où est-il ? Dans l'hôtel. Je vais le chercher. Inutile, fit Marescal qui, devinant la situation, brusqua les choses. Il sonna. La femme de chambre vint et il lui dit « Amenez donc une jeune fille qui doit attendre dans le couloir. Vous lui direz que c'est de la part de monsieur Guillaume. » Guillaume sursauta. On savait donc son nom. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est contraire à mes conventions avec Lord Beckfield. La personne qui attend n'a rien à faire ici. Il voulut sortir, mais Marescal s'interposa vivement et ouvrit la porte, livrant passage à la demoiselle aux yeux verts, qui entra d'un pas hésitant et qui poussa un cri de frayeur lorsque le battant fut refermé derrière elle avec violence et la clé tournée brutalement dans la serrure. En même temps, une main l'empoignait à l'épaule. Elle gémit. « Marescal ?» Avant même qu'elle eût prononcé ce nom redoutable, Guillaume, profitant du désarroi, s'enfuyait par le jardin sans que Marescal s'occupât de lui. Le commissaire ne pensait qu'à la jeune fille, qui, chancelante, éperdue, trébucha jusqu'au milieu de la pièce, tandis qu'il lui arrachait son sac à main en disant « Ah, coquine, rien ne peut plus vous sauver cette fois. En pleine souricière, hein ?» Il fouillait le sac et grognait. « Où sont-elles, vos lettres? Du chantage maintenant? Voilà, vous en êtes descendu, vous. Quelle honte !» La jeune fille tomba sur un siège. Ne trouvant rien, il la brutalisa. Les lettres tout de suite. Où sont-elles? Dans votre corsage? D'une main, il saisit l'étoffe qu'il déchira avec un emportement rageur et des mots d'insulte jetés à la captive. Et il avançait l'autre main pour chercher, quand il s'arrêta stupéfait, les yeux écarquillés, en face d'une tête d'homme, d'un œil clignotant, d'une cigarette braquée au coin d'une bouche sarcastique. « T'as du feu, Rodolphe ?» T'as du feu, Rodolphe. La phrase ahurissante, déjà entendue à Paris, déjà lue sur son calepin secret. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et ce tutoiement insolite, et cet œil clignotant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? L'homme du rapide? Le troisième complice? Est-ce possible? Marescal n'était pas un poltron. En mainte occurrence, il avait fait preuve d'une audace peu commune, et n'avait pas craint de s'attaquer à 2 ou 3 adversaires. Mais celui-là était un adversaire comme il n'en avait jamais rencontré, qui agissait avec des moyens spéciaux et avec lesquels il se sentait dans un état permanent d'infériorité. Il resta donc sur la défensive, tandis que Raoul, très calme, disait à la jeune fille d'un ton sec « Posez vos 4 lettres sur le coin de la cheminée. Il y en a bien 4 dans cette enveloppe. 1, 2, 3, 4, bien. Maintenant, filez vite par le couloir et adieu. Je ne pense pas que les circonstances nous remettent jamais l'un en face de l'autre. Adieu. Bonne chance. » La jeune fille ne dit pas un mot et s'en alla. Raoul reprit. « Comme tu le vois, Rodolphe, je connais peu cette personne aux yeux verts. Je ne suis ni son complice, ni l'assassin qui t'inspire une frousse salutaire. Non. Simplement un brave voyageur à qui ta binette de pommadé a déplu dès la première minute et qui a trouvé rigolo de t'arracher ta victime. Pour moi, elle ne m'intéresse plus, et je suis décidé à ne plus m'occuper d'elle. Mais je ne veux pas que tu t'en occupes. Chacun sa route. La tienne à droite, la sienne à gauche, la mienne au milieu. Saisis-tu ma pensée, Rodolphe? Rodolphe esquissa un geste vers sa poche à revolver, mais ne l'acheva pas. Raoul avait tiré le sien et le regardait avec une telle expression d'énergie implacable qu'il se tint tranquille. Passons dans la chambre voisine. Veux-tu, Rodolphe? On s'expliquera mieux. Le revolver au poing, il fit passer le commissaire chez lui et referma la porte. Mais à peine dans sa chambre, subitement, il enleva le tapis d'une table et le jeta sur la tête de Marescal comme un capuchon. L'autre ne résista pas. Cet homme fantastique le paralysait. Appeler au secours, sonner, se débattre, il n'y songeait pas, certain d'avance que la riposte serait foudroyante. Il se laissa donc entortiller dans un jeu de couverture et de drap qui l'étouffait à moitié et lui interdisait toute espèce de mouvement. « Voilà, » dit Raoul quand il eut fini. « Nous sommes bien d'accord. Voilà, j'estime que tu seras délivré demain matin vers 9h, ce qui nous donne le temps à toi de réfléchir, à la demoiselle, à Guillaume et à moi de nous mettre à l'abri, chacun de notre côté. » Il fit sa valise sans se presser et la boucla. Puis il alluma une allumette et brûla les 4 lettres de l'anglaise. « Un mot encore, Rodolphe. N'embête pas Lord Beckfield. Au contraire, puisque tu n'as pas de preuves contre sa fille, et que tu n'en auras jamais, joue au monsieur providentiel et donne-lui le journal intime de Miss Beckfield, que j'ai recueilli dans la sacoche de cuir jaune et que je te laisse.
Le père aura ainsi la conviction que sa fille était la plus honnête et la plus noble des femmes. Et tu auras fait du bien. C'est quelque chose. Quant à Guillaume et à sa complice, dis à l'anglais que tu t'es trompé, qu'il s'agit d'un vulgaire chantage qui n'a rien à voir avec le crime du rapide, et que tu les as relâchés. D'ailleurs, en principe, laisse cette affaire qui est beaucoup trop compliquée pour toi. Et où tu ne trouveras que plaie et bosse. Adieu, Rodolphe. Raoul emporta la clé et se rendit au bureau de l'hôtel, où il demanda sa note en disant « Gardez-moi ma chambre jusqu'à demain. Je paie d'avance au cas où je ne pourrai pas revenir. » Dehors, il se félicita de la manière dont tournaient les événements. Son rôle à lui était terminé. Que la jeune fille se débrouillât comme elle l'entendait, cela ne le regardait plus. Sa résolution était si nette que, l'ayant aperçue dans le rapide de Paris où il monta à 3h50, il ne chercha pas à la rejoindre et se dissimula. À Marseille, elle changea de direction et s'en alla dans le train de Toulouse, en compagnie de gens avec qui elle avait fait connaissance et qui ressemblaient à des acteurs. Guillaume, surgissant, se mêla à leur groupe. « Bon voyage, » dit Raoul en lui-même. « Enchanté de ne plus avoir de rapport avec ce joli couple. Qu'ils aillent se faire pondre ailleurs. » Cependant, à la dernière minute, il sauta de son compartiment et prit le même train que la jeune fille. Et comme elle, il descendit le lendemain matin à Toulouse. Succédant au crime du rapide, le cambriolage de la Villa Faradoni et la tentative de chantage du Bellevue Palace forment deux épisodes brusques, violents, forcenés, imprévus comme les tableaux d'une pièce mal faite qui ne laissent pas au spectateur le loisir de comprendre et de relier les faits les uns aux autres. Un troisième tableau devait achever ce que Lupin appela par la suite son triptyque de sauveteurs. Un troisième qui, comme les autres, présente le même caractère âpre et brutal. Cette fois encore, l'épisode atteignit son paroxysme en quelques heures et ne peut s'exprimer qu'à la manière d'un scénario dénué de toute psychologie et, en apparence, de toute logique. À Toulouse, Raoul s'enquit auprès des gens de l'hôtel où la jeune fille suivit ses compagnons et il apprit que ces voyageurs faisaient partie de la troupe en tournée de Léonide Bally, chanteuse d'opérette qui, le soir même, jouait Véronique au théâtre municipal. Il se mit en faction. À 3h, la jeune fille sortit, l'air très agité, tout en regardant derrière elle, comme si elle eût craint que quelqu'un ne sortît également et ne l'espionnât. Était-ce de son complice, Guillaume, qu'elle se défiait? Elle courut ainsi jusqu'au bureau de poste, où elle griffonna d'une main fébrile un télégramme 3 fois recommencé. Après son départ, Raoul put se procurer une des feuilles chiffonnées, et il lut « Hôtel Miramar, Luz, Haute-Pyrénées. Arriverai demain matin, premier train, prévenez maison. » Que diable va-t-elle faire en pleine montagne à cette époque? murmura-t-il. Prévenez maison? Est-ce que sa famille habite Luz? Il reprit sa poursuite avec précaution et la vit entrer au théâtre municipal, sans doute pour assister à la répétition de la troupe. Le reste de la journée, il surveilla les abords du théâtre, mais elle n'en bougea point. Quant au complice Guillaume, il demeurait invisible. Le soir, Raoul se glissa au fond d'une loge, et dès l'abord il eut une exclamation de stupeur. L'actrice qui chantait Véronique n'était autre que la demoiselle aux yeux verts. « Léonide Bally, se dit-il. Ce serait donc là son nom? Et elle serait chanteuse d'opérette en province ?» Raoul n'en revenait pas. Cela dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer à propos de la demoiselle aux yeux de jade. Provinciale ou parisienne, elle se montra la plus adroite des comédiennes et la plus adorable chanteuse, simple, discrète, émouvante, pleine de tendresse et de gaieté, de séduction et de pudeur. Elle avait tous les dons et toutes les grâces, beaucoup d'habileté et une inexpérience de la scène qui était un charme de plus. Il se rappelait sa première impression du boulevard Haussmann et son idée des deux destins que vivait la jeune fille, dont le masque était à la fois si tragique et si enfantin. Raoul passa 3 heures dans le ravissement. Il ne se lassait pas d'admirer l'étrange créature qu'il n'avait aperçue depuis la jolie vision initiale que par éclairs et en des crises d'horreur et d'effroi. C'était une autre femme, chez qui tout prenait caractère d'allégresse et d'harmonie. Et c'était pourtant bien celle qui avait tué et participé aux crimes et aux infamies. C'était bien la complice de Guillaume. De ces deux images si différentes, laquelle devait-on considérer comme la véritable? Raoul observait en vain, car une troisième femme se superposait aux autres et les unissait dans une même vie intense et attendrissante qui était celle de Véronique.
Tout au plus, quelques gestes un peu trop nerveux, quelques expressions malvenues montraient à des yeux avertis la femme sous l'héroïne et révélaient un état d'âme spécial qui déformait imperceptiblement le rôle. Il doit y avoir du nouveau, songeait Raoul. Entre midi et 3 heures tantôt, il s'est produit un événement grave qui l'a poussé soudain vers la poste et dont les conséquences déforment parfois son jeu d'artiste. Elle y pense, elle s'inquiète. Et comment ne pas supposer que cet événement se rattache à Guillaume, à ce Guillaume qui a disparu tout à coup. Des ovations accueillirent la jeune fille lorsqu'elle salua le public après le baisser du rideau, et une foule de curieux se massèrent aux abords de la sortie réservée aux artistes. Devant la porte même, un landau fermé à 2 chevaux stationnait. Le seul train qui permit d'arriver le matin à Pierrefitte-Nestalas, station la plus proche de Luz, partant à minuit 50, nul doute que la jeune fille n'alla directement à la gare après y avoir envoyé ses bagages. Lui-même, Raoul avait fait porter sa valise. À minuit 15, elle montait dans la voiture, qui s'ébranlait lentement. Guillaume n'avait point paru, et les choses s'arrangeaient comme si le départ avait lieu en dehors de lui. Or, 30 secondes ne s'étaient pas écoulées que Raoul, qui s'acheminait aussi vers la gare, frappé d'une idée subite, se mit à courir, rattrapa le landau sur les anciens boulevards, et s'y agrippa comme il put. Aussitôt, ce qu'il avait prévu se produisit. Au moment de prendre la rue de la gare, le cocher tourna subitement vers la droite, cingla ses chevaux d'un vigoureux coup de fouet et mena sa voiture par les allées désertes et sombres qui aboutissent au Grand Rond et au Jardin des Plantes. À cette allure, la jeune fille ne pouvait descendre. La galopade ne fut pas longue. On atteignit le Grand Rond, là, brusque arrêt. Le cocher sauta de son siège, ouvrit la portière et entra dans le landau. Raoul entendit un cri de femme et ne se pressa point. Persuadé que l'agresseur n'était autre que Guillaume, il voulait écouter d'abord et surprendre le sens même de la querelle. Mais tout de suite, l'agression lui sembla prendre une tournure si dangereuse qu'il résolut d'intervenir. « Parle donc !» criait le complice. « Alors tu supposes que tu vas décamper et me laisser en plan ?»« Eh bien oui, j'ai voulu te rouler, mais c'est justement parce que tu le sais maintenant que je ne te lâcherai pas. Allons, parle. Raconte, sinon... » Raoul eut peur. Il se souvenait des gémissements de Miss Wakefield. Un coup de pouce trop violent et la victime meurt. Il ouvrit, saisit le complice par une jambe, le jeta sur le sol et le traîna vivement à l'écart. L'autre essaya de lutter. D'un geste sec, Raoul lui cassa le bras. 6 semaines de repos. Et si tu recommences à embêter la demoiselle, c'est la vertébrale que je te casse, à bon entendeur. Il revint jusqu'à la voiture. Déjà, la jeune fille s'éloignait dans l'ombre. « Cours, ma petite. Je sais où tu vas et tu ne m'échapperas pas. J'en ai assez de jouer les Terre-Neuve sans même recevoir un morceau de sucre en récompense. Quand Lupin s'engage sur une route, il va jusqu'au bout et ne manque jamais d'atteindre son but. Son but, c'est toi. Ce sont tes yeux verts et ce sont tes lèvres tièdes. » Il laissa Guillaume avec son landau et se hâta vers la gare. Le train arrivait. Il monta de manière à n'être pas vu de la jeune fille. 2 compartiments remplis de monde les séparaient. Ils quittèrent la grande ligne à Lourdes. 1 heure après, Pierrefitte-Nestalas, station terminus. À peine était-elle descendue qu'un groupe de jeunes filles, toutes habillées pareillement de robes marron avec une pèlerine bordée d'un large ruban bleu en pointe, se précipitèrent sur elle, suivies d'une religieuse que coiffait une immense cornette blanche. « Aurélie, Aurélie, la voilà !» criaient-elles toutes ensemble. La demoiselle aux yeux verts passa de bras en bras, jusqu'à la religieuse qui la serra contre elle affectueusement, et qui dit avec joie « Ma petite Aurélie, quel plaisir de vous voir. Alors vous voilà pour un bon mois avec nous, n'est-ce pas ?» Un break, qui faisait le service des voyageurs entre Pierrefitte et Luz, attendait devant la station. La demoiselle aux yeux verts s'y installa avec ses compagnes, le break partit. Raoul, qui s'était tenu à l'écart, loua une Victoria pour Luz. Entre les feuillages. Ah, demoiselle aux yeux verts, se dit Raoul pendant que les 3 mules du break, dont il entendait teinter les grelots, commençaient l'escalade des premières pentes. Jolie demoiselle, vous êtes ma captive désormais, complice d'assassins, d'escrocs et de maîtres chanteurs, meurtrière vous-même, jeune fille du monde, artiste d'opérette, pensionnaire de couvent. Qui que vous soyez, vous ne me glisserez plus entre les doigts. La confiance est une prison d'où l'on ne peut s'évader. Et si fort que vous m'en vouliez d'avoir pris vos lèvres, vous avez confiance au fond du cœur en celui qui ne se lasse pas de vous sauver.
et qui se trouve toujours là quand vous êtes au bord de l'abîme. On s'attache à son Terre-Neuve, même s'il vous a mordu une fois. Demoiselle aux yeux verts, qui vous réfugiez dans un couvent pour échapper à tous ceux qui vous persécutent. Jusqu'à nouvel ordre, vous ne serez pas pour moi une criminelle ou une redoutable aventurière, ni même une actrice d'opérette, et je ne vous appellerai pas Léonide Bailly. Je vous appellerai Aurélie. C'est un nom que j'aime, parce qu'il est suranné, honnête, et petite sœur des pauvres. Demoiselle aux yeux verts. Je sais maintenant que vous possédez, en dehors de vos anciens complices, un secret qu'ils veulent vous arracher, et que vous gardez farouchement. Ce secret m'appartiendra un jour ou l'autre, parce que les secrets c'est mon rayon, et je découvrirai celui-là, de même que je dissiperai les ténèbres où vous vous cachez, mystérieuse et passionnante Aurélie. Cette petite apostrophe satisfit Raoul, qui s'endormit, pour ne pas penser davantage à l'énigme troublante que lui offrait la demoiselle aux yeux verts. La petite ville de Luz et sa voisine, Saint-Sauveur, forment une agglomération thermale où les baigneurs sont rares en cette saison. Raoul choisit un hôtel à peu près vide, où il se présenta comme un amateur de botanique et de minéralogie, et dès cette fin d'après-midi étudia la contrée. Un chemin étroit, fort incommode, conduit en 20 minutes de montée à la maison des Sœurs Sainte-Marie, vieux couvent aménagé en pensionnat. Au milieu d'une région âpre et tourmentée, les bâtiments et les jardins s'étendent à la pointe d'un promontoire, sur des terrasses en étage que soutiennent de puissantes murailles, le long desquelles bouillonnait jadis le gave de Sainte-Marie, devenu souterrain dans cette partie de son cours. Une forêt de pins recouvre l'autre versant. 2 chemins en croix la traversent à l'usage des bûcherons. Il y a des grottes et des rochers à silhouettes bizarres, où l'on vient en excursion le dimanche. C'est de ce côté que Raoul se mit à l'affût. La région est déserte, la cognée des bûcherons résonnait au loin. De son poste, il dominait les pelouses régulières du jardin et des lignes de tilleuls soigneusement taillées qui servent de promenade aux pensionnaires. En quelques jours, il connut les heures de récréation et les habitudes du couvent. Après le repas de midi, l'allée qui surplombe le ravin était réservée aux grandes. Le 4e jour seulement, la demoiselle aux yeux verts, que la fatigue sans doute avait retenue à l'intérieur du couvent, apparut dans cette allée. Chacune des grandes, désormais, sembla n'avoir d'autre but que de l'accaparer avec une jalousie manifeste qui les faisait se disputer entre elles. Tout de suite, Raoul vit qu'elle était transformée, ainsi qu'un enfant qui sort de maladie et s'épanouit au soleil et à l'air plus vif de la montagne. Elle évoluait parmi les jeunes filles, vêtues comme elle, vives, allègres, aimables avec toutes, les entraînant peu à peu à jouer et à courir, et s'amusant si fort que ses éclats de rire retentissaient en écho jusqu'à la limite de l'horizon. Elle rit, Se disait Raoul émerveillé. et non pas de son rire factice et presque douloureux de théâtre, mais d'un rire d'insouciance et d'oubli, par où s'exprime sa vraie nature. Elle rit. Quel prodige! Puis les autres rentraient pour les classes, et Aurélie demeurait seule. Elle n'en paraissait pas plus mélancolique, sa gaieté ne tombait point. Elle s'occupait de petites choses comme de ramasser des pommes de pin qu'elle jetait dans une corbeille d'osier, ou de cueillir des fleurs qu'elle déposait sur les marches d'une chapelle voisine. Ses gestes étaient gracieux. Elle s'entretenait souvent à demi-voix avec un petit chien qui l'accompagnait, ou avec un chat qui se caressait contre ses chevilles. Une fois, elle tressa une guirlande de roses et se contempla en riant dans un miroir de poche. Furtivement, elle mit un peu de rouge à ses joues et de la poudre de riz qu'elle essuya aussitôt avec énergie. Ce devait être défendu. Le 8e jour, elle franchit un parapet et atteignit la dernière et la plus élevée des terrasses que dissimulait à son extrémité une haie d'arbustes. Le 9e, elle y retourna, un livre à la main. Alors, le 10e, avant l'heure de la récréation, Raoul se décida. Il lui fallut d'abord se glisser parmi les taillis épais qui bordent la forêt, puis traverser une large pièce d'eau. Le gave de Sainte-Marie s'y jette comme dans un immense réservoir, après quoi il s'enfonce sous terre. Une barque vermoulue se trouvait accrochée à un pieu et lui permit, malgré des remous assez violents, d'atteindre une petite crique, au pied même de la haute terrasse qui se dressait comme un rempart de château fort. Les murs en étaient faits de pierres plates, simplement posées les unes sur les autres et entre lesquelles poussaient des plantes sauvages. Les pluies avaient tracé des rigoles de sable et pratiqué des sentes que les gamins des environs escaladaient à l'occasion. Raoul monta sans peine.
La terrasse tout en haut formait une salle d'été entourée d'aucubas, de treillages démolis et de bancs en pierre, et ornée en son milieu d'un beau vase de terre cuite. Il entendit le bourdonnement de la récréation, puis il y eut un silence et au bout de quelques minutes un bruit de pas léger s'en vint de son côté. Une voix fraîche fredonnait un air de romance. Il sentit son cœur qui se serrait. Que dirait-elle en le voyant? Des rameaux craquèrent, le feuillage fut écarté comme un rideau que l'on soulève à la porte d'une pièce. Aurélie entra. Elle s'arrêta net au seuil de la terrasse, sa chanson interrompue et l'attitude stupéfaite. Son livre, son chapeau de paille qu'elle avait rempli de fleurs et passé à son bras, tombèrent. Elle ne bougeait plus, silhouette fine et délicate sous le simple costume de lainage marron. Elle ne dut reconnaître Raoul qu'un peu après. Alors elle devint toute rouge et recula en chuchotant « Allez-vous-en, allez-vous-en ». Pas une seconde il n'eut l'idée de lui obéir, et l'on aurait même cru qu'il n'avait pas entendu l'ordre donné. Il la contemplait avec un plaisir indicible qu'il n'avait jamais ressenti en face d'aucune femme. Elle répéta d'un ton plus impérieux « Allez-vous-en ». Non. Alors c'est moi qui partirai. Si vous partez, je vous suis. Nous rentrerons ensemble au couvent. Elle se retourna comme si elle voulait s'enfuir. Il accourut et lui saisit le bras. Ne me touchez pas, fit-elle avec indignation et en se dégageant. Je vous défends d'être auprès de moi. Il dit, surpris par tant de véhémence. Pourquoi donc? Très bas, elle répliqua. J'ai horreur de vous. La réponse était si extraordinaire qu'il ne put s'empêcher de sourire. Vous me détestez à ce point? Oui. Plus que Marescal? Oui. Plus que Guillaume et que l'homme de la Villa Faradoni? Oui, oui, oui. Ils vous ont fait davantage de mal, cependant. Et sans moi qui vous ai protégé... Elle se tut. Elle avait ramassé son chapeau et le gardait contre le bas de sa figure, de manière qu'il ne vit pas ses lèvres. Car toute sa conduite s'expliquait ainsi, Raoul n'en doutait pas. Si elle le détestait, ce n'était pas parce qu'il avait été le témoin de tous les crimes commis et de toutes les hontes, mais parce qu'il l'avait tenu dans ses bras et baisé sur la bouche. Étrange pudeur chez une femme comme elle, et qui était si sincère, qui jetait un tel jour sur l'intimité même de son âme et de ses instincts, que Raoul murmura malgré lui « Je vous demande d'oublier. » Et reculant de quelques pas pour bien lui montrer qu'elle était libre de partir, il reprit d'un ton de respect involontaire « Cette nuit-là fut une nuit d'aberration, dont il ne faut pas garder le souvenir, ni vous ni moi. Oubliez la manière dont j'ai agi. Ce n'est d'ailleurs pas pour vous le rappeler que je suis venu, mais pour continuer mon œuvre envers vous. Le hasard m'a mis sur votre chemin et le hasard a voulu dès l'abord que je puisse vous être utile. Ne repoussez pas mon aide, je vous en prie. La menace du danger, loin d'être finie, s'accroît, au contraire. Vos ennemis sont exaspérés. Que ferez-vous si je ne suis pas là? Allez-vous-en, dit-elle avec obstination. Elle demeurait au seuil de la terrasse comme devant une porte ouverte. Elle fuyait les yeux de Raoul et dissimulait ses lèvres. Cependant, elle ne partait pas. Comme il le pensait, on est prisonnier de celui qui vous sauve inlassablement. Son regard exprimait de la crainte, mais le souvenir du baiser reçu cédait au souvenir infiniment plus terrible des épreuves subies. Allez-vous-en. J'étais en paix ici. Vous avez été mêlé à toutes ces choses de l'enfer. Heureusement. Et de même, il faut que je sois mêlé à toutes celles qui se préparent. Croyez-vous qu'ils ne vous cherchent pas, eux? Croyez-vous que Marescal renonce à vous? Il est sur vos traces actuellement. Il les retrouvera jusque dans ce couvent de Sainte-Marie. Si vous y avez vécu quelques années heureuses de votre enfance, comme je le suppose, il doit le savoir. Et il viendra. Il parlait doucement, avec une conviction qui impressionnait la jeune fille. Et c'est à peine s'il l'entendit balbutier encore. Allez-vous-en. Oui, mais je serai là demain, à la même heure. Et je vous attendrai tous les jours. Nous avons à causer. Oh, de rien qui puisse vous être douloureux et vous rappeler le cauchemar de l'affreuse nuit. Là-dessus, le silence. Je n'ai pas besoin de savoir et la vérité sortira peu à peu de l'ombre. Mais il est d'autres points, des questions que je vous poserai et auxquelles il faudra me répondre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pas davantage. Maintenant, vous pouvez partir. Vous réfléchirez, n'est-ce pas? Mais n'ayez plus d'inquiétude. Habituez-vous à cette idée que je suis toujours là et qu'il ne faut jamais désespérer parce que je serai toujours là, à l'instant du péril. Elle partit sans un mot, sans un signe de tête. Raoul l'observa qui descendait les terrasses et gagnait l'allée des Tilleuls. Quand il ne la vit plus, il ramassa quelques-unes des fleurs qu'elle avait laissées
Et, s'apercevant de son geste inconscient, il plaisanta. Bigre, ça devient sérieux. Est-ce que... Voyons, mon vieux Lupin, rebiffe-toi. Il reprit le chemin de la brèche, traversa de nouveau l'étang et se promena dans la forêt, en jetant les fleurs une à une, comme s'il n'y tenait point. Mais l'image de la demoiselle aux yeux verts ne quittait pas ses yeux. Il remonta sur la terrasse le lendemain. Aurélie n'y vint pas, et non plus les 2 jours qui suivirent. Mais le 4e jour, elle écarta les feuillages sans qu'il eût perçu le bruit de sa marche. « Oh » fit-il avec émotion. « C'est vous ? C'est vous ?» À son attitude, il comprit qu'il ne devait pas avancer ni dire la moindre parole qui pût l'effaroucher. Elle restait comme le premier jour, ainsi qu'une adversaire qui se révolte d'être dominée et qui en veut à l'ennemi du bien qu'il lui fait. Cependant, sa voix était moins dure quand elle prononça, la tête à demi tournée. Je n'aurais pas dû venir. Pour les sœurs de Sainte-Marie, pour mes bienfaitrices, c'est mal. Mais j'ai pensé que je devais vous remercier et vous aider. Et puis, j'ai peur. Oui, j'ai peur de tout ce que vous m'avez dit. Interrogez-moi, je répondrai. Surtout ? Non. Fit-elle avec angoisse. Pas sur la nuit de vos cours, mais sur les autres choses. En quelques mots, n'est-ce pas? Que voulez-vous savoir? Raoul réfléchit. Les questions étaient difficiles à poser puisque toutes devaient servir à jeter de la lumière sur un point dont la jeune fille refusait de parler. Il commença. Votre nom, d'abord. Aurélie. Aurélie d'Asteux. Pourquoi ce nom de Léonide Bally? Un pseudonyme? Léonide Bally existe. Souffrante, elle était restée à Nice. Parmi les acteurs de sa troupe avec qui j'ai voyagé de Nice à Marseille, il y en avait un que je connaissais, ayant joué Véronique l'hiver dernier dans une réunion d'amateurs. Alors tous, ils m'ont supplié de prendre pour un soir la place de Léonide Bally. Ils étaient si désolés, si embarrassés, que j'ai dû leur rendre ce service. Nous avons prévenu le directeur à Toulouse, qui au dernier moment a résolu de ne pas faire l'annonce et de laisser croire que j'étais Léonide Bally. Raoul conclut. Vous n'êtes pas actrice. J'aime mieux cela. J'aime mieux que vous soyez simplement la jolie pensionnaire de Sainte-Marie. Elle fronça les sourcils. Continuez. Il reprit aussitôt. Le monsieur qui a levé sa canne sur Marescal au sortir de la pâtisserie du boulevard Haussmann. C'était votre père? Mon beau-père. Son nom? Bréjac. Bréjac? Oui, directeur des affaires judiciaires au ministère de l'Intérieur. Et par conséquent le chef direct de Marescal? Oui. Il y a toujours eu antipathie de l'un à l'autre. Marescal, qui est très soutenu par le ministre, essaie de supplanter mon beau-père, et mon beau-père cherche à se débarrasser de lui. Et Marescal vous aime? Il m'a demandé en mariage. Je l'ai repoussé. Mon beau-père lui a défendu sa porte. Il nous hait, il a juré de se venger. Et d'un, passons à un autre. L'homme de la villa Faradoni s'appelle? Jodo. Sa profession? Je l'ignore. Il venait quelquefois à la maison pour voir mon beau-père. Et le troisième? Guillaume Ancivelle, que nous recevions aussi. Il s'occupe de bourse et d'affaires. Plus ou moins véreuse? Je ne sais pas. Peut-être. Raoul résuma. Voilà donc vos 3 adversaires. Car il n'y en a pas d'autres, n'est-ce pas? Si. Mon beau-père. Comment, le mari de votre mère? Ma pauvre mère est morte. Et tous ces gens-là vous persécutent pour la même raison? Sans doute à propos de ce secret que vous possédez en dehors d'eux. Oui. Sauf Marescal, qui, de ce côté, ignore tout et ne cherche qu'à se venger. Vous est-il possible de me donner quelques indications, non sur le secret lui-même, mais sur les circonstances qui l'entourent? Elle médita quelques instants et déclara. Oui, je le peux. Je peux vous dire ce que les autres connaissent et la raison de leur acharnement. Aurélie, qui jusque-là avait répondu d'une voix brève et sèche, sembla prendre intérêt à ce qu'elle disait. Voici en quelques mots. Mon père, qui était le cousin de ma mère, est mort avant ma naissance, laissant quelques rentes, auxquelles vint s'ajouter une pension que nous faisait mon grand-père d'Asteux, le père de maman, un excellent homme, artiste, inventeur, toujours en quête de découvertes et de grands secrets, qui ne cessait de voyager pour les prétendues affaires miraculeuses où nous devions trouver la fortune. Je l'ai bien connu. Je me vois encore sur ses genoux et je lui entends me dire « La petite Aurélie sera riche, c'est pour elle que je travaille. » Or, j'avais tout juste 6 ans quand il nous pria par lettre, maman et moi, de le rejoindre à l'insu de tout le monde. Un soir, nous avons pris le train et nous sommes restés 2 jours auprès de lui. Au moment de repartir, ma mère me dit en sa présence
Aurélie ne révèle jamais à personne où tu as été durant ces 2 jours, ni ce que tu as fait, ni ce que tu as vu. C'est un secret qui t'appartient comme à nous désormais, et qui, lorsque tu auras 20 ans, te donnera de grandes richesses. De très grandes richesses, confirma mon grand-père d'Asteux. Aussi, jure-nous de ne jamais parler de ces choses à personne, quoi qu'il arrive. À personne, rectifia ma mère, sauf à l'homme que tu aimeras, et dont tu seras sûr, comme de toi-même.